Salut tout le monde, une nouvelle vidéo autour du firewall de Windows et un petit peu les firewalls en général. Donc il y a pas mal de tutos sur le site autour des pare-feux, etc. Et je voulais faire une vidéo qui explique globalement le fonctionnement et comment utiliser le pare-feu de Windows. Donc ce sera une vidéo qui sera assez longue avec beaucoup d'explications. Le but c'est de comprendre grosso modo à quoi sert un firewall, comment ça fonctionne et comment en dernière partie utiliser le firewall de Windows qui est inclus par défaut dans ce dernier. Donc on va commencer par une petite définition. J'ai justement fait une page il y a quelques jours autour des firewalls en général et le fonctionnement. Et le but c'est de vous expliquer à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Alors qu'est-ce qu'un firewall? Donc un firewall c'est soit un logiciel, soit un boîtier qui contient aussi un logiciel qui se place sur le réseau ou qui sont contenus dans des ordinateurs et qui a pour but de filtrer les connexions entrantes ou sortantes qui sont effectuées par l'ordinateur ou par les ordinateurs dans un réseau local. Donc le but c'est de protéger ces ordinateurs des attaques provenant d'autres réseaux, donc généralement d'internet ou d'ordinateurs infectés au sein d'un réseau. Donc le firewall, qu'est-ce qu'il fait? Il va suivre des règles qu'on lui donne et il va autoriser ou non les connexions entrantes ou sortantes selon ces règles. Donc c'est pas très compliqué à comprendre. On a un schéma ici, par exemple, on a un ordinateur qui est là, il fait une connexion sortante vers Facebook ou vers les mails. Le pare-feu dans ses règles, il a reconnu cette connexion vers Facebook ou vers les mails et il autorise la connexion. Par contre ici on a sur internet on va dire une attaque, donc par exemple un ordinateur infecté avec un verre informatique qui fait des connexions automatisées vers votre ordinateur ou votre connexion internet. Le firewall dans ses règles il voit que la destination n'est pas autorisée ou la source et il va interdire cette connexion et du coup votre ordinateur qui est derrière ne voit pas la connexion du coup il n'est pas la cible de l'attaque. Donc les firewalls ont des règles qui sont généralement configurées par défaut quand vous les installez ou celui de Windows a aussi des règles par défaut et vous pouvez ensuite modifier ces règles pour autoriser ou non des connexions provenant d'une application que vous venez par exemple d'installer ou si vous voulez améliorer les règles qui sont par défaut parce que généralement elles sont pas terribles vous pouvez bidouiller ces règles. Alors juste pour bien comprendre, donc là c'est un autre schéma pareil, on a ici Internet Explorer ou Mozilla Firefox, donc c'est une ancienne image que j'avais faite qui se connecte vers internet, le pare-feu les autorise et pareil ici vous avez soit des connexions malveillantes sortantes ou des connexions malveillantes entrantes, donc vers votre ordinateur ou partant de votre ordinateur et allant vers internet, qui sont bloquées par le pare-feu parce que les règles ne les autorisent pas. Alors quand on dit sortante, ça peut être plein de choses, ça peut être par exemple votre ordinateur est infecté par un verre informatique et il envoie plein de trames vers internet pour essayer d'infecter d'autres ordinateurs, parce que les vers informatiques ce sont des virus si vous voulez qui ont dans leur code euh, la possibilité de se propager automatiquement. Ils vont envoyer plein de requêtes sur le réseau, ce qui va d'ailleurs ralentir votre ordinateur au niveau réseau, pour attaquer certains ports et services vulnérables pour infecter d'autres ordinateurs. Et puis vous avez par exemple le cas du Trojan, donc le cheval de Troie, il s'installe sur votre ordinateur et puis il tente de se connecter sur le serveur de contrôle pour recevoir les ordres ou envoyer des données. Par exemple, il récupère des données sur votre ordinateur, il veut les transférer sur un serveur, et votre firewall peut potentiellement interdire cette connexion. Du coup, le Trojan, s'il ne reçoit pas les ordres, il est un petit peu inoffensif dans le sens où il ne va pas pouvoir transmettre les informations ou en recevoir. Donc ça peut être intéressant d'avoir un firewall, sachant que vous avez celui de Windows qui est par défaut et qui peut remplir amplement ses fonctions de protection.
Alors, on va voir le fonctionnement du pare-feu de Windows, qui est globalement divisé en deux catégories. Vous avez la catégorie où vous avez la liste des applications que vous autorisez, et puis vous avez une catégorie avancée pour les utilisateurs un petit peu plus avancés, avec les règles qui sont établies et que vous pouvez ajouter. Alors, on va basculer sur la machine virtuelle. On va passer en plein écran. Alors, le pare-feu de Windows. Donc ici, c'est une machine en Windows 10. Globalement, depuis son installation, enfin son ajout dans Windows depuis XP Service Pack 2, le firewall, il a pas beaucoup bougé. Donc le fonctionnement est globalement identique de Windows XP, Vista, 7, 8 et 10. Dans Windows 10, il n'est pas encore dans les paramètres de Windows 10 ou plutôt dans les paramètres de Windows Defender. Donc il faut aller dans le panneau de configuration. Et dans le panneau de configuration, il y a une partie pare-feu qui se trouve ici. Voilà. Alors, vous avez, quand vous arrivez dessus, des informations générales, donc qui vous indiquent pour les réseaux privés, publics ou invités que le pare-feu est activé ou pas. Donc il est en vert quand c'est activé, sinon il est en rouge. Et puis vous avez d'autres informations pour les connexions entrantes, les notifications, etc. Et à gauche, on a des boutons. Donc ici, on a la possibilité d'autoriser ou non des applications à se connecter ou à être interdit. Ici, vous avez la possibilité de modifier les paramètres de notification, c'est-à-dire les pop-up qui vont s'afficher quand une nouvelle application tente de se connecter, s'il faut l'autoriser ou pas. Là, la possibilité d'activer ou désactiver le pare-feu de Windows. Donc temporairement, on peut le désactiver si vous pensez qu'il bloque certaines connexions. Vous les testez sans. Un antivirus qui intègre un pare-feu, notamment les suites, quand vous l'installez, va désactiver le pare-feu de Windows. Les programmes par défaut, donc ça c'est autre chose, c'est pour associer des types d'extensions ou de fichiers, par exemple certaines images, lui dire avec quel programme on l'ouvre. Et les paramètres avancés, donc c'est la seconde partie avec les règles du pare-feu pour les utilisateurs avancés. Alors, pour bien comprendre, je reviens juste ici. Quand vous avez une nouvelle application qui se tente de connecter, vous avez une alerte de sécurité Windows et le pare-feu vous demande s'il faut autoriser ou non cette application. À quoi sert cette pop-up? Eh ben, ça vous permet quand vous installez et lancez une nouvelle application qui émet une connexion sur les réseaux, d'autoriser ou non cette connexion. Donc, vous pouvez l'autoriser sur les réseaux privés ou publics, je reviendrai là-dessus. Le but, c'est surtout quand vous avez un pare-feu qui arrive à s'installer sur votre ordinateur. Théoriquement, le pare-feu de Windows devrait détecter cette nouvelle application et vous demander de l'autoriser ou non. Donc il faut bien regarder le nom de l'éditeur et surtout son emplacement. Ici on voit que c'est un programme classique puisqu'il se présente, enfin il est placé, il est installé dans le dossier programme file Real VNC comme une application normale. Si par exemple vous avez une application qui se trouve dans C user app data et compagnie, là déjà c'est beaucoup plus louche et il y a de grandes chances que ce soit un programme malveillant. Et du coup, là, il ne faut surtout pas autoriser l'accès, donc il faut cliquer sur annuler pour que le pare-feu continue de bloquer les connexions. Ultérieurement, si vous avez autorisé des applications et que vous voulez revenir en arrière, donc il faut aller dans le panneau de configuration et ici dans autoriser une application. On va avoir la liste des applications, voilà. Donc on en a beaucoup qui sont cochées par défaut, donc c'est les règles par défaut. Par exemple, on voit que l'accès à distance n'est pas autorisé. On a les jeux astuces Microsoft, donc c'est les pop-up de questions, Cortana, les mails, plein de choses, Paint. Alors on se demande pourquoi Paint a besoin de se connecter, mais bon, j'imagine qu'il envoie des infos à Microsoft ou récupère certaines données. On a Netflix, enfin bref, beaucoup d'applications Windows. Et on a deux colonnes privé ou public. Alors je rappelle que privé ou public, ce sont des configurations de connexion si vous voulez. Le but c'est d'avoir des configurations différentes selon les cas, selon les types de connexion, les configurations de connexion. Privé, c'est quand vous êtes chez vous sur un réseau domestique, en gros quand votre ordinateur se trouve derrière votre routeur chez vous. Public, c'est quand vous êtes connecté dans des réseaux publics, donc par exemple à l'école, au McDo, bref, dès que vous connectez à une connexion Wi-Fi. Donc la distinction, elle est très utile pour les ordinateurs portables qui se déplacent
Pour un ordinateur de bureau, vu qu'il reste au même endroit, qu'il se connecte en général derrière le routeur, ça n'a pas grand intérêt. Et donc le but, c'est d'avoir des configurations différentes et de bloquer certaines applications quand vous êtes sur des réseaux publics, parce que les réseaux publics sont moins sécurisés puisqu'elles sont partagées, il y a d'autres ordinateurs, et vous ne savez pas trop ce qui se passe, vous ne maîtrisez rien parce que vous êtes connecté à un Wi-Fi qui n'est pas à vous, et il n'est pas géré par vous, et puis il peut se faire attaquer s'il n'est pas sécurisé, etc. Et donc théoriquement, vous êtes censé avoir une configuration beaucoup plus restreinte. Par exemple, l'accès à distance ou l'arrêt à distance, théoriquement vous pourriez l'activer chez vous parce que vous pouvez en avoir besoin, et pour les réseaux publics surtout ne pas l'activer parce que il faudrait pas que vous fassiez attaquer là-dessus par quelqu'un qui se trouve sur le réseau public et qui s'y connecte justement pour faire des choses malveillantes. Je rappelle que dans les propriétés de la connexion, normalement si on va dans les paramètres de Windows 10, il doit vous indiquer sur quel type de connexion. Donc moi par exemple, vous voyez là c'est mal configuré parce que je suis en réseau public, et vous pouvez modifier ici dans modifier les propriétés et passer en privé. D'ailleurs ici vous avez une petite description qui vous explique les différences, et on a même un lien vers le pare-feu de Windows. Donc quand vous voulez modifier, il faut cocher, parce que là vous voyez c'est grisé, on ne peut pas changer, je clique, il ne se passe rien. Vous cliquez sur modifier les paramètres, et vous pouvez décocher l'application, et là du coup l'arrêt à distance, l'assistance à distance sera bloquée pour les deux profils, privé ou public. Et sinon vous cochez et vous dites pour quel réseau vous voulez activer l'application. Et puis vous pouvez autoriser d'autres applications. Vous cliquez sur autoriser une autre application, et là il va falloir faire parcourir et aller la chercher. Alors je sais pas si j'en ai une pour montrer, peut-être le VNC. Alors on va essayer Windows Repair, je ne sais même pas s'il se connecte, mais on verra. Ici vous dites le type de réseau. Donc moi c'est mal configuré parce que je suis en public, je devrais être en privé, il faut cocher privé. Et puis il s'ajoute dans la liste, et puis même chose, vous le décochez ou vous l'autorisez selon le profil privé ou public. Et quand vous faites OK, c'est pris en compte et l'application peut se connecter. Donc là c'est très simple. Globalement, puisque c'est j'autorise ou pas l'application selon le profil. À titre informatif, alors c'est ici, il y a cette application qui s'appelle Windows Firewall Control, qui est une application qui n'est pas de Microsoft et qui s'installe par-dessus en supplément, et qui va ajouter une icône en bas à droite à côté de l'horloge, et qui permet de autoriser plus facilement les applications, les applications à se connecter sur le pare-feu. On a un journal qui est beaucoup plus clair. Par exemple ici on voit l'application, c'est Windows Defender, le service, ou par exemple PowerShell, et il est il a été bloqué en sortant vers telle adresse IP. Vous avez beaucoup d'infos, vous avez la date et heure, et vous avez le processus. C'est le journal par exemple qui vous permet de rechercher si vous voulez voir si une application a été autorisée ou interdite, parce que par défaut c'est pas super clair au niveau du pare-feu Windows. Il faut aller dans l'observateur d'événements et chercher les événements qui sont liés au pare-feu de Windows, et c'est pas du tout pratique. Et du coup, avec cette application, vous avez la possibilité donc de voir les journaux. Et puis vous pouvez aussi gérer plus facilement les applications et les autorisations. Vous les avez ici. Et vous pouvez changer si vous voulez les autoriser, etc. selon le profil. Alors par contre, il est en anglais. Donc si vous n'aimez pas, malheureusement, vous n'avez pas le choix. Mais ça permet de gérer plus facilement le pare-feu de Windows. Dans cette seconde partie, donc, on va voir l'utilisation avancée du pare-feu de Windows. Avant de pouvoir passer sur cette interface et comment configurer les règles avancées, il faut comprendre comment fonctionnent grosso modo les établissements de connexion au niveau réseau. Donc, vous avez le petit schéma ici où on a un ordinateur qui passe par internet et qui se connecte à un serveur distant. Donc ça c'est une connexion sortante pour cet ordinateur là, puisqu'il effectue une connexion sortante vers ce serveur.
Et pour ce serveur-là, de son point de vue, c'est une connexion entrante puisqu'il reçoit une connexion. La réponse du serveur, qui devient donc le serveur source, qui effectue une connexion sortante vers l'ordinateur cible, qui lui reçoit une connexion entrante. Donc ça, il faut déjà bien comprendre ça. Ensuite, quand on effectue une connexion sortante, donc l'ordinateur il a une IP source. Donc quand vous connectez à Internet, c'est l'IP de votre fournisseur d'accès. Il ouvre un port. Bon, je reviendrai sur ce que sont les ports. Donc ici, c'est le port 2500. Donc c'est le port source pour cet ordinateur-là. Vers un port distant de ce serveur, c'est le port 80, donc c'est du HTTP. Et à l'inverse, ici en fait c'est la réponse. Le port source c'est le port 80, c'est celui qui a reçu la connexion entrante, vers ce port de départ qui est le 2500. Donc il y a un petit jeu, c'est-à-dire qu'ici en fait l'ordinateur effectue une connexion sortante vers le serveur web et le serveur web à partir du port 80 lui répond sur le même port que au départ, là où qui est en écoute. Alors qu'est-ce que sont les ports? On va reprendre la définition de Wikipédia pour pas se prendre la tête. Donc un port, on peut considérer les ports comme des portes donnant au système d'exploitation, donc Windows, Linux, etc. Pour fonctionner un programme, par exemple un jeu ou un logiciel de retouche ou n'importe lequel, quand il a besoin d'effectuer une connexion, ouvre un des ports dans le système d'exploitation, on dit qu'alors il est en écoute, et quand vous fermez ce programme, il ferme ce port. Donc pour un serveur web, quand vous avez un serveur qui dessus a un serveur web qui tourne, vous avez les ports 80 et 443 qui sont en écoute, et les ordinateurs, quand ils veulent se connecter à ce site web, vont envoyer une requête vers ce port 80 ou 443, et ce dernier va répondre à partir de ce port là vers cet ordinateur, comme on a vu dans le schéma précédent. Du coup, si on en revient au pare-feu de Windows, ici vous avez le bouton paramètres avancés qui ouvre une fenêtre où vous avez les règles entrantes et sortantes. Donc c'est divisé selon si votre ordinateur reçoit une connexion, donc c'est trafic entrant, ou sortant si votre ordinateur effectue une connexion vers un ordinateur, serveur ou équipement réseau distant. Alors quand on dit distant, c'est soit réseau local, soit internet. Donc là on a la liste des règles. Donc quand elles sont avec la coche verte, elles sont actives. Vous avez la colonne active ici. Vous avez le profil, si c'est du public, privé ou domaine. Domaine, c'est quand vous êtes sur un ordinateur au sein d'un domaine d'entreprise. Donc c'est pas le cas chez vous quand votre ordinateur est soit sur un réseau LAN à vous, donc avec un routeur, etc. Soit si vous connectez sur un Wi-Fi public. On a le protocole ici, donc ça peut être tous. Donc en gros, il ne fait pas la dissociation des protocoles. Les protocoles de transport, TCP ou UDP. Donc en fait, en vert, on retrouve globalement ce qu'on avait sur la page des applications. Puisque là, vous voyez, c'est des noms d'applications. Par exemple, ici, c'est l'application Filmer TV. On a Cortana aussi à un moment, je crois. Là, on a la caméra de Windows et Cortana, il est ici. Et donc on peut créer ses propres règles. Pour ça on fait un clic droit règle. Je reviendrai dessus. Et quand vous double-cliquez, vous pouvez modifier les règles. Donc ici on a le nom. Ici on voit qu'on autorise la connexion. On peut la bloquer. On a les ports. Donc vous pouvez jouer sur les ports pour bloquer des ports locaux ou distants. Donc quand vous faites une connexion sortante, par exemple, on peut bloquer un port distant. Je reviendrai dessus. Et on peut jouer sur les adresses IP. Ici, donc si vous voulez bloquer ou autoriser que des connexions vers certaines adresses IP. Alors, pour bien comprendre, je vais ouvrir Firefox. D'accord. Je vais me rendre sur le site Malécal. Alors, il veut faire une mise à jour, c'est formidable. On va le laisser faire. C'est assez rapide. Allez, Firefox. Donc, hop,
coup le site va s'afficher puisque Firefox va se connecter dessus, le site va lui faire une connexion entrante en réponse et vous avez le contenu de la page qui arrive et elle se charge. Jusque là rien d'extraordinaire. Alors on va aller aussi sur un site non sécurisé. Voilà, donc là on a un joli site non sécurisé qui s'appelle rfi.fr, donc on n'a pas le HTTPS, on le voit devant, alors qu'ici on a le canavère. Alors, le but du jeu c'est de vous montrer comment créer une règle pour bloquer certains contenus qui ne sont pas liés à l'application. On va faire des règles réseau, c'est le but. Donc on va aller ici interdire des connexions sortantes. Donc je fais une nouvelle règle. Donc, on va pas jouer sur les programmes parce que de toute façon là ça n'a pas grand intérêt, il suffit d'aller sur la page précédente. On va jouer sur les ports. On va laisser en TCP parce que le but ça va être de vous montrer comment bloquer l'accès à un port et le port distant. Donc ici c'est du 80, on va essayer de bloquer ce site là. Donc on peut mettre plusieurs ports avec des virgules ou des intervalles de ports avec le tiret. On fait suivant, on va bloquer la connexion. D'accord. Et ensuite vous avez les profils, donc là moi je vais laisser tout, parce qu'on va pas faire le distinguo, on s'en fout, et on va faire bloquer web. Voilà. Donc là on a une jolie icône d'interdiction qui est donc active. Le port c'est bien le port 80, donc distant. Donc là la règle qu'est-ce qu'elle fait? Donc c'est sortant, elle va interdire toutes les connexions vers ce port 80. Donc théoriquement, si je rafraîchis la page, voilà, on a une jolie erreur, la connexion a échoué. Pourquoi? Parce que Firefox, il essaye d'aller sur ce site-là. Et comme le port 80 en sortie est interdit, le pare-feu l'a interdite et du coup, vous ne pouvez plus afficher le site. Alors, on va la désactiver. Voilà, on n'a plus le machin, l'icône, et on va activer un non. Et si on rafraîchit la page, c'est magique. Le site est à nouveau fonctionnel. Alors, pour bien comprendre, je vais la réactiver. Donc là, à nouveau, ça ne marche pas. Mais par contre, si je vais sur le site Malécal, ça marche. Alors, vous allez me dire pourquoi. Eh bien, parce que comme le site est sécurisé, ce n'est pas le port 80, mais c'est le port 443. Donc si je rajoute simplement avec une virgule et je fais appliquer, je rafraîchis, pouf, ça ne marche plus à nouveau, parce que le port 443 est interdit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les services réseau ont des ports standards. Si on va sur Wikipédia et qu'on fait Wikipédia liste port, on a une jolie page, voilà, avec un beau tableau, avec ici le numéro du port et ici la description, c'est-à-dire grosso modo le service internet. Ainsi pour le protocole FTP, le service FTP c'est les ports 20 et 21. Donc 20 c'est l'authentification, 21 c'est pour le transfert de données, il y a deux ports. SSH c'est 22, Telnet c'est 23. Les mails en non sécurisé sortant, donc le SMTP c'est 25. Le NTP c'est un autre port, etc., etc. Et si on va à 80, c'est du Hyper Transfer Protocol HTTP. Donc c'est les sites non sécurisés. Et si on va à 443, c'est où? C'est juste ici. On voit que c'est Hyper Transfer Protocol à nouveau, mais HTTPS. Et donc du coup, ça fait le distinguo entre les sites sécurisés et non sécurisés. Donc du coup, quand vous voulez bloquer un port par rapport à un service internet en particulier, il faut que vous allez chercher le numéro et vous bloquez ce port là. Du coup il devient inaccessible comme je viens de vous le démontrer. Alors est-ce que c'est sécurisé de par exemple bloquer un port en entrant particulier par un port donc là, avec le pare-feu avancé, vous pouvez faire des règles un petit peu plus strictes et bloquer certains services internet ou ordinateurs. Parce que là, ici, on a fait sur un port, mais vous ne pourriez par exemple dire de 1 à 65 000, je vais bloquer malécal.com.
Alors pour ça on va récupérer son adresse IP vite fait. Tac. Tac. Hop, elle est là. Alors il veut pas copier. On va faire sélectionner. Marquer plutôt. Hop. Voilà. Et dans étendu, en distant, on va mettre l'adresse IP de malekal.com. Bon là j'ai fait le gros bourrin, j'ai mis de 1 à 65 000. En fait on pourrait mettre 80 443 comme on l'a fait. Et donc du coup on va l'appeler Malekal. Bon là on s'en fout du nom mais c'est histoire de voir. Là je rafraîchis, oh ça marche. Mais par contre si je vais ici, et ben ça ne marche toujours pas. Et là on a la connexion a échoué parce qu'on a carrément bloqué l'adresse IP sur tous les ports du serveur malekal.com. Donc ça c'est un autre aspect. Vous pourriez donc bloquer en entrant certaines adresses IP si vous voulez pas que certains ordinateurs se connectent aux vôtres, ou vous pourriez bloquer en sortant certains adresses IP. Par exemple vous pourriez bloquer, ça vous amuse, Facebook, et donc toutes les connexions vers les adresses IP Facebook ne pourront se faire et donc le site ne pourra pas s'afficher comme on vient de le voir là. Donc là, ben, après, on peut faire un petit peu ce qu'on veut et vous pouvez donc affiner les règles de pare-feu de Windows. Donc je pense qu'on a fait le tour, sachant que vous pouvez les exporter. Donc, vous faites exporter et ça vous exporte toutes les règles et du coup vous pouvez les importer ici sur un autre ordinateur. Donc là, on a fait le tour. On peut passer à la troisième partie, un petit peu les limites des pare-feux et certaines choses à savoir en matière de sécurité au niveau des pare-feux sur Windows. Donc au niveau des pare-feux de Windows, il y a plusieurs choses à savoir. Ce qui fait un petit peu les limites des pare-feux, grosso modo, il y a deux choses. Il y a la manière dont il est codé et les fonctions qu'il a. C'est-à-dire que s'il est mal conçu, un malware peut abuser du pare-feu pour arriver à le contourner et établir des connexions. Et la deuxième chose, c'est les règles qui sont fournies par défaut. Si elles ne sont pas assez restrictives ou mal faites, et ben pareil, un malware peut en abuser pour se connecter. Alors, il y a deux aspects à savoir qui sont imbriqués plus ou moins l'une dans l'autre, donc au niveau de la conception et des règles. Prenons les processus de Windows. On voit qu'on a beaucoup de processus SVC host qui correspondent au processus hôte pour les services Windows. Si on va dans le gestionnaire de tâches, ça correspond à toutes ces lignes hôtes de services qui correspondent à des services Windows. Et certains de ces services sont des services réseau. Notamment, par exemple, vous avez le client Windows Update, donc qui correspond au service Windows Update qui se trouve dans un de ces services-là. Quand il veut télécharger les mises à jour de Windows, il se connecte au serveur de mise à jour de Microsoft. Il y a un échange de données et les serveurs de Microsoft délivrent les mises à jour qui sont téléchargées par le client. Et puis, une fois téléchargé, le service Windows Update les installe sur votre ordinateur. Du coup, qu'est-ce qui se passe au niveau des pare-feux, que ce soit le pare-feu de Windows ou les pare-feux additifs, zone alarme, Comodo, etc. En général, ils font des règles où le processus SVC host est autorisé. De ce fait, dès lors qu'il y a une connexion, par exemple par le service Windows Update, la connexion est autorisée, il se connecte et il télécharge ce qu'il faut, etc., etc. Ça vous évite d'avoir 50 pop-up quand vous avez des connexions qui sont faites par SVC host. Si vous en plus vous ne savez pas à quoi ça correspond parce que c'est un peu technique, si vous les bloquez, forcément vous allez avoir des problèmes de fonctionnement et par exemple le service Windows Update ne pourra pas se connecter au serveur de Microsoft et donc vous aurez des erreurs de mise à jour Windows. Donc du coup ce processus est autorisé. Alors les malwares peuvent en tirer parti, tout simplement quand le trojan s'exécute sur l'ordinateur. Il va lancer une instance à lui de SVC host et il va contrôler cette instance et utiliser le processus pour se connecter au serveur distant du trojan.
qui sont autorisés par le pare-feu, et du coup la connexion va se faire, et bah du coup le Trojan va pouvoir se connecter, recevoir les ordres ou télécharger d'autres malwares. Donc ça c'est un des problèmes des pare-feux. Ça s'appelle quand le Trojan contrôle un des processus système. Alors là moi je vous ai parlé d'SVCOS, mais ça peut être un autre. C'est une injection de processus, et si le pare-feu n'est pas capable de détecter cette injection et qu'en plus la règle derrière autorise le processus, c'est mort, la connexion va se faire. C'est une des limites des pare-feux. Alors le pare-feu de Windows, lui, il n'a pas de fonction pour détecter les injections, hein. Zone Alarm, à l'époque quand j'avais testé, il était incapable de le faire. Komodo peut-être a corrigé le tir, je n'ai pas testé, donc c'est peut-être le cas. En tout cas, c'est un des aspects à connaître. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est directement les règles de pare-feu. Et notamment, par exemple, certains processus comme WSCrypt ou PowerShell, qui correspondent à des scripts PowerShell ou des scripts ici JavaScript ou VBScript. Ces derniers, notamment, sont utilisés par les virus USB qui se propagent par des clés USB, ou dans des campagnes de mail. Vous pouvez recevoir des mails en français ou en anglais qui sont passés pour un tel ou tel service, etc. Par exemple des factures free, trucs comme ça, qui contiennent un zip qui dedans ont un script JavaScript ou VBScript qui sont très peu volumineux, hein, à 2 kilooctets, hein, ils sont très courts, c'est juste du texte en fait. Et quand vous double-cliquez sur le zip, et surtout si vous double-cliquez sur le contenu de la pièce jointe, ça va lancer ce script, ça va lancer une instance de WSCrypt. Et malheureusement, par défaut, ce processus dans Windows, il n'y a pas de règle, et il est autorisé à se connecter. Donc du coup, qu'est-ce que va faire ce script, et surtout le processus de WSCrypt qui exécute ce script? Il va se connecter à un serveur distant, il va télécharger un cheval de Troie ou un ransomware, et il va pouvoir le télécharger sur votre ordinateur et l'exécuter. Tout ça parce qu'il n'y a pas de règle qui fait que ces processus sont bloqués. C'est pour ça que si vous allez sur le site Malécal, et notamment sur cette page là, donc vous avez tous ces aspects qui sont détaillés. Donc PowerShell, notamment ici vous avez un script que j'avais fait qui se connecte tout simplement à une page malécal.com. donc il est ici, s'appelle test connexion. Donc c'est pour les scripts PowerShell, c'est du PS1 au niveau de l'extension. Donc on l'exécute avec PowerShell, ça lance PowerShell exe. Et quand la règle est bien faite, et ben il n'arrive pas à se connecter, et du coup à l'exécution, on a impossible de se connecter sur l'URL, donc ici c'était le site Malécal, parce que le pare-feu bloque la connexion, un peu comme on a vu tout à l'heure avec les règles distantes au niveau de Firefox. Donc tout ça c'est expliqué ici, et j'explique aussi qu'on peut faire donc des règles de blocage de connexion, hein. Pour ces processus là, donc on peut les faire un par un. Donc il y a WSCrypt, PowerShell, RunDLL32, enfin bref, tous ceux-là qui sont utilisés. Et en fait, en début de la page, je vous donne tout simplement des règles de pare-feu que l'on peut importer, comme je vous ai montré tout à l'heure ici, et qui bloque tous ces processus, et qui fait que ça améliore considérablement la protection de votre ordinateur, puisque ces processus qui peuvent être utilisés par des malwares seront bloqués. Donc quand un script ou un virus USB lance WSCrypt, s'il ne peut pas se connecter sur le serveur distant, il ne pourra pas recevoir d'ordre du serveur de contrôle, ou il ne pourra pas transmettre de données. Par exemple, il vous vole les mots de passe, mais s'il ne les transmet pas au serveur, le pirate ne les aura jamais, et du coup vous êtes protégé. Après, bien sûr, il faut arrêter faut désinfecter l'ordinateur pour que le malware soit supprimé. Donc ça, c'est une des parties à savoir. Je vous conseille fortement de charger ces règles pour améliorer la sécurité de votre ordinateur, et vous protéger au mieux des malwares. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que avec cette vidéo vous allez mieux comprendre comment fonctionne
les pare-feux en général et le pare-feu de Windows et un petit peu l'utiliser. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour des applications, et si vous avez des applications que vous n'utilisez pas, les décocher parce que ça ne sert à rien de les laisser autoriser. Si la vidéo vous a plu, vous a aidé, vous avez tout compris, n'hésitez pas à la partager et à la noter, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.